Double accord à Tokyo sur le terrorisme et sur le nucléaire. Mitterrand-Chirac côte à côte, c'était la première image de la cohabitation. L'agriculture européenne sous surveillance après la catastrophe de Tchernobyl. L'Allemagne, la Hollande et l'Italie déconseillent de boire du lait pour cause de contamination. La France semble épargnée par les retombées. La chinoise était un chinois, mais l'espion était bien un espion. C'est l'histoire abracadabrante que doit juger la cour d'assises spéciale de Paris. Le défi mondial de Jean-Jacques Savant-Schreiber, c'est maintenant une série de 6 émissions à partir de ce soir sur Antenne 2, une saga de l'histoire contemporaine à la lumière des nouvelles technologies. Et puis aujourd'hui, lundi 5 mai, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Du concret au sommet de Tokyo. Du concret et du symbolique avec l'adoption de 2 résolutions portant d'une part sur le terrorisme, en mentionnant la Libye, et d'autre part sur la sécurité nucléaire. 2 accords qu'il faut assortir d'un troisième accord, un texte politique de portée plus générale, comme on en trouve de façon générale, là encore, au sortir de ces sommets. Nous allons revenir en détail dans un instant sur ces accords passés plus rapidement que prévu, mais ce que nous, Français, nous retiendrons aussi de ce sommet de Tokyo, c'est l'image d'une cohabitation qui a pris aujourd'hui toute son épaisseur. Regardez le reportage de notre envoyé spécial Paul Amar. Ils se parlent, c'est l'événement. Ils se parlent souvent en France, mais on n'a pas l'image. Là, on peut filmer à 13 000 km de l'Elysée, à 18 heures d'avion de Matignon. La cohabitation a ce soir un parfum bien exotique. Rien à voir avec le climat solennel et figé du Conseil des ministres, atmosphère plus détendue dans la salle Agoromo Nama que dans le salon Murat. Le maître de maison est même soulagé, aucun accroc dans le rite prévu. Jacques Chirac était arrivé en début d'après-midi sur une ligne régulière d'Air France. L'ambassadeur de France l'accueille et l'accompagne jusqu'à l'hôtel Otani où se trouve Jean-Bernard Raymond. Le ministre des Affaires étrangères lui montre alors la déclaration mise au point par les 7. Je suis allé accueillir à son hôtel le Premier ministre. Je lui ai montré ses textes dont il connaissait déjà la teneur essentielle. Je lui ai montré les quelques modifications qui avaient été apportées et il a donné son accord immédiatement. Donc il n'y a eu aucun problème de ce point de vue-là. Jean-Bernard Raymond repart alors pour le palais d'Akasaka et transmet le message à François Mitterrand qui participe à une réunion restreinte avec les autres chefs d'État, un seul représentant par pays, pour la France, le président. Mais la réunion s'élargit une demi-heure plus tard aux autres excellences. Jacques Chirac arrive alors. Cette fois, c'est le ministre japonais des Affaires étrangères qui l'accueille et qui le conduit dans le Saint des Saints. La cohabitation à la française fait une entrée remarquée sur la scène internationale. Casse-tête pour les 6, les Américains par exemple. Comment se comporter face à cette France à 2 visages? Les États-Unis sont toujours très flexibles, mais c'est vraiment pas un problème pour nous. C'est une décision du gouvernement français de déterminer qui sont les interlocuteurs du gouvernement français. Non, ça ne pose aucun problème pour nous. Diplomate en public, curieux tout de même en privé, le Premier ministre japonais Nakasone n'a pas hésité à poser des questions précises à Jacques Chirac sur la cohabitation. Le chef du gouvernement français a rappelé les pouvoirs constitutionnels du président de la République et ses pouvoirs à lui en matière économique et sociale. Émotion dans les couloirs, mise au point immédiate dans l'entourage de Jacques Chirac. Il n'a pas tenu, nous a-t-on dit, de propos acides à l'égard du président. Émotion dissipée, mais les Japonais et les autres guettent déjà les prochaines petites phrases pour mieux comprendre la cohabitation. Cohabitation franco-française, mais aussi cohabitation internationale avec les accords conclus après quelques heures de discussion à Tokyo. Des accords qui portent sur 2 chapitres principaux, la sécurité nucléaire, d'actualité après la catastrophe de Tchernobyl, et le terrorisme avec la Libye en ligne de mire. 2 accords qui prévoient un certain nombre de mesures précises, notamment pour combattre le terrorisme. En voici le détail avec Philippe Gassot. Les 7 ont donc accepté la coopération afin de renforcer la lutte antiterroriste. Pas de livraison d'armes aux pays suspectés, mesure déjà appliquée par les pays de la communauté européenne. Limitation des représentations diplomatiques des pays à risque et restriction au déplacement de leurs fonctionnaires. Les personnes fichées sur les listes des terroristes ou déjà expulsées seront refoulées. Les procédures d'extradition seront facilitées afin de permettre les poursuites en justice des auteurs d'attentats terroristes.
Renforcement des contrôles pour les ressortissants en provenance des pays qui soutiennent le terrorisme. Enfin, il a été décidé de renforcer la coopération entre les polices et les organisations de lutte antiterroristes. Un accord complet et rapide qui tente à prouver que l'Europe et l'Amérique sont prêts à faire un bout de chemin ensemble malgré les réserves énoncées par la délégation française. Sur place, voici le compte-rendu de Philippe Sassier, qui est un autre de nos envoyés spéciaux. Et oui, nous sommes bien au Japon, et même s'il est parfois pénible de s'accroupir pour passer à table, la petite grimace de Ronald Reagan a fait rapidement place à un sourire. Les Américains sont contents. En matière de terrorisme, ils ont obtenu moins que ce qu'ils voulaient, mais plus que ce qu'on croyait. La Libye est en effet nommée dans le document sur le terrorisme. Maggie Thatcher peut jeter tranquillement du pain au poisson rouge. Les idées fermes qu'elle a lancées sur la lutte antiterroriste ont inspiré ce document. Du côté français, comme dans d'autres délégations, on souligne que ces mesures ne sont pas obligatoires et que chaque pays pourra donc les interpréter à sa guise, mais on espère à Tokyo qu'elles auront un impact moral. Et en se préparant à cette traditionnelle photo de famille, les 7 n'ont pas voulu désigner à la vindicte mondiale l'Union soviétique. Ils lui tendent même un bras secourable pour l'aider à réparer son accident nucléaire. Mais en même temps, ils se sont très fermement prononcés pour que les installations nucléaires mondiales, y compris les soviétiques, soient plus sévèrement contrôlées. Et il pleuvait ce soir sur Tokyo quand les 7 sont allés dîner au même moment. Les ministres des Finances se mettaient à table, mais pour régler les détails des propositions monétaires. Et ces propositions vont peut-être constituer une des surprises de ce sauver. Ou bien sûr, il serait très difficile d'en faire une bande dessinée humoristique quand on parle d'argent, de gros sous. Dans ce genre d'endroit, on parle d'abord technique. En résumé, eh bien, il s'agirait de créer un groupe de 7 pays, l'Italie et le Canada, rejoignant 2 fois par an ce fameux groupe de 5 pays qui, depuis le mois de septembre, a fait baisser le dollar. Mais ce groupe des 7 dresserait un véritable bulletin de santé des grands pays occidentaux. Bref, il s'agirait non seulement de surveiller l'évolution des monnaies, ce qui se fait maintenant, mais de surveiller l'évolution des économies. C'est ça qui est l'important. Et l'histoire nous dira si on a franchi un pas vers une plus grande intégration, vers une meilleure coopération économique dans le monde. Oui, et puis ce petit couac quand même, la France et la communauté européenne refusent de s'associer à l'accord sur l'élargissement du groupe des 5 à l'Italie et au Canada. Le nucléaire était lui aussi, vous l'avez vu, au centre des discussions de Tokyo. C'était le résultat normal de l'épisode de la centrale soviétique de Tchernobyl. D'après les responsables soviétiques, il n'y a plus de fuite radioactive et l'incendie est totalement maîtrisé, totalement éteint. C'est probablement ce que voudra vérifier le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le suédois Hans Blix, qui est arrivé tout à l'heure à Moscou. Il vient parler sécurité et mesures de contrôle, sans savoir pourtant s'il pourra se rendre sur le site de Tchernobyl au moment où le gouvernement soviétique reconnaît que la radioactivité s'est propagée sur une zone qui dépasse les 30 km. Avec un constat, en tout cas un constat ce soir, on ne craint plus de parler de l'accident à la télévision soviétique, histoire sans doute de rassurer. Françoise Champey. Au journal télévisé ce soir en Union soviétique, des images qui rassurent. Ici, un kolkhoz, une ferme collective à 90 km au sud de Tchernobyl. Rien ne semble troubler ces cueilleurs d'oignons. À quelques mètres de là, pourtant, on mesure systématiquement la radioactivité de la récolte avant sa mise en vente. Les soviétiques ce soir commencent à en savoir un peu plus sur la catastrophe de Tchernobyl. Pour la première fois depuis 10 jours, le gouvernement soviétique reconnaît que la zone radioactive a dépassé un rayon de 30 km autour de la centrale. Mais c'est pour mieux accuser aussitôt la presse occidentale. Il n'y a pas de progrès scientifique sans pertes humaines, écrit aujourd'hui l'agence TASS. L'accident de Tchernobyl a été exploité pour empoisonner les relations internationales par une radioactivité politique. Vous voyez, disent ces habitants de Kiev, ici tout va très bien, c'est le printemps. Cet après-midi, on va assister à la course de la paix. Ici, il n'y a vraiment pas de panique. Restent les conséquences pour l'environnement de ce qui risque de demeurer comme l'une des plus grandes catastrophes écologiques de ces dernières années. À titre d'exemple, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, pour ne parler que d'eux, déconseillent à leurs habitants de boire du lait frais ou de manger des légumes verts qui pourraient avoir été contaminés. Des mesures qui ne concernent pas la France pour ce que l'on sait, notre pays qui semble donc être passé à travers l'essentiel des retombées radioactives qui inquiètent nos voisins.
Voici l'enquête de Maryse Mano. Partout en Europe, on suit à la trace le nuage radioactif de la centrale de Tchernobyl. En Hollande, les agriculteurs ne doivent plus laisser paître leurs vaches. La radioactivité de l'herbe contamine le lait frais. En Allemagne de l'Ouest, en Autriche et en Italie, on demande à la population de ne pas en boire, même si la radioactivité est en baisse une semaine après la catastrophe. En France, pas d'inquiétude. Le laboratoire central d'hygiène alimentaire et ses 17 satellites en province continuent ses analyses. Ici, du lait et du poisson placés dans un compteur, puis dans un détecteur gamma qui détermine les radioéléments ainsi que leur taux de radioactivité. Après les premières analyses, rien d'anormal. Ce jour, nous n'avons constaté aucune anomalie dans le lait, donc les normes n'ont pas été dépassées, n'ont même pas été atteintes. Cela dit, le passage d'un radioélément dans le lait demande quand même un certain délai. Et compte tenu de la date du passage du nuage radioactif sur la France, il est encore un peu prématuré pour tirer un bilan global. Et là, nous sommes en bout de course, donc nous avons des concentrations dans l'air qui sont très inférieures à celles qui ont été constatées en Allemagne ou dans les pays nordiques. Ces déclarations rassurantes n'ont pourtant pas empêché l'Italie de fermer ses frontières aux produits agricoles français qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité. Une façon comme une autre de se protéger de la concurrence française, dit-on au ministère de l'Agriculture, où l'on n'exclut pas des mesures de rétorsion de même nature. En clair, l'accident de Tchernobyl pourrait être le prétexte à une nouvelle guerre protectionniste en Europe. Oui, bien justement, les 12 pays de la communauté viennent de charger la Commission européenne de leur soumettre dès mardi, donc dès demain, un projet de contrôle communautaire de la radioactivité des produits alimentaires importés des pays de l'Est. Il s'agit donc d'éviter que se génère maintenant une guerre entre les pays de la communauté sous prétexte donc de crise nucléaire. En politique, d'un pont à l'autre pour les députés, tout juste terminé celui du 1er mai, voilà déjà que pointe celui du 8 mai. Un mois raccourci pour la représentation nationale qui doit donner un coup de collier pour les 3 jours ouvrables de la semaine, histoire de faire avancer la discussion sur le projet de loi d'habilitation. Aujourd'hui, les députés parlaient privatisation. C'est un sujet sensible, mais sur lequel chacun avait, semble-t-il, choisi d'utiliser la pédale douce. Daniel Brem et Pascal Guimier sont pour vous au Palais Bourbon. De temps en temps, une brève poussée de fièvre, et puis tout retombe. Lassitude, l'examen du projet de loi d'habilitation entame sa 3e semaine. Pourtant, on entrait aujourd'hui dans le vif du sujet, la privatisation. 40 députés seulement en séance, mais 269 amendements. Le gouvernement lui-même a été le premier à remanier sa copie. Résultat, un article 4 réécrit 3 fois, un article clé qui énumère les 65 sociétés à privatiser en 5 ans. Très courtoisement, M. Le Garec s'est demandé si la loi était vraiment contraignante ou simplement incitative. Vous êtes donc entre 2 périls, Monsieur le ministre d'État. Ou la souplesse, et vous trompez la représentation nationale, ou la rigueur de la loi, et là, Monsieur le ministre d'État, il n'y a plus de souplesse, il n'y a plus de pragmatisme. Non moins grande courtoisie chez M. Balladur. La souplesse, elle se trouve dans le calendrier. Le gouvernement a devant lui une période de 5 ans, durant laquelle il pourra, en fonction de la situation du marché, de la situation des entreprises privatisables, choisir les dates et établir son calendrier. Mais l'obligation, elle résulte de la loi. Ça est tout à fait clair. Ce qui est clair aussi, c'est que la discussion traîne en longueur. À l'origine, l'examen du projet de loi ne devait durer que 4 jours. Le gouvernement, toujours pressé, espère maintenant en finir mercredi dans la nuit. Mais les députés, à l'heure qu'il est, n'ont débattu que de la moitié du texte. 4 amendements à l'heure. À ce rythme-là, la discussion pourrait durer encore 1, voire 2 semaines. Un sondage publié demain par notre confrère Sud-Ouest et réalisé par la Sofres. Il s'intéresse à l'image de François Mitterrand près de 5 ans après son élection. Pour 52% des personnes interrogées, le bilan est plutôt positif. 69% d'entre elles souhaitent par ailleurs que François Mitterrand termine son mandat, mais 47% souhaitent qu'il ne se représente pas, contre 42% qui souhaitent le contraire. Bernard Ponche, le nouveau ministre des Dom-Tom, vient d'achever une tournée des territoires français du Pacifique, avec une escale particulièrement attendue en Nouvelle-Calédonie, où il a développé la politique à venir du gouvernement dans la région.
M. Ponce est rentré aujourd'hui et après avoir annoncé qu'il maintenait le principe du scrutin d'autodétermination dans un an en Nouvelle-Calédonie, il a aussi voulu se montrer conciliant à l'égard des indépendantistes du FLNK. J'ai constaté avec plaisir que M. Tjibaou, M. Yewene, M. Joredier ont annoncé qu'ils venaient à Paris pour rencontrer le peuple de France. Je pense que de la part d'hommes qui réclament une certaine indépendance, c'est une démarche particulière. J'ai surtout constaté que M. Tjibaou, dès son arrivée, avait dit qu'il avait demandé lui-même le scrutin d'autodétermination. Et comme c'est un petit peu ce que je suis allé proposer pour qu'on réalise ce scrutin d'autodétermination dans la clarté et dans la sincérité du vote dans un an après la promulgation de la loi, eh bien je pense que le FLNKS participera à ce scrutin d'autodétermination. S'il ne le faisait pas, c'est qu'il aurait de langage. C'est un rapprochement des points de vue. Bien, je constate, oui, que de la part du FLNKS, c'est un sérieux rapprochement des points de vue. Est-ce que vous allez rencontrer M. Tjibaou cette semaine? Si M. Tjibaou et ses amis demandent à me rencontrer, je les rencontrerai autant de fois qu'il le faudra. Nous ne sommes pas du même avis, mais ça ne nous empêche pas de dialoguer. Christian Dauriac, relevé de ses fonctions de rédacteur en chef de Soir 3. C'est le premier journaliste ainsi remercié depuis les élections. Raison invoquée des modifications de l'information sur la grille de la 3e chaîne. Mais les syndicats estiment qu'avec ce départ, la chasse aux sorcières est ouverte dans l'audiovisuel. Une nouvelle inculpation dans le dossier d'Action Directe de Lyon. Émile Ballandras, qui purge une peine de 12 ans de réclusion pour un hold-up, vient d'être inculpé d'association de malfaiteurs. C'est la suite de l'enquête sur un groupuscule proche de la mouvance, comme on dit, de la mouvance d'Action Directe. La reprise des négociations à Genève entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ce sont des discussions indirectes qui, par pays interposés, permettent à Moscou et à Washington de négocier sur l'avenir de la région. On peut dire de façon très schématique que les Américains proposent aux Soviétiques de se désengager d'Afghanistan, à charge pour Washington d'interrompre son aide à la guérilla afghane. La séance qui reprend aujourd'hui est importante, c'est la 7e, mais surtout elle s'ouvre alors que vient d'être désigné le nouveau numéro 1 afghan, celui qui remplace Babrak Karmal. Sur la personnalité du nouveau venu, M. Najibullah, voici le commentaire de Gérard Rimet. Voici le visage du nouvel homme fort de Moscou en Afghanistan, Mohamed Najibullah. Peu le connaissent en Occident, mais lui connaît tout le monde en Afghanistan. Il était jusqu'ici le grand patron de la police secrète. C'est à ce poste qu'il s'est construit une solide réputation d'efficacité. Il passe pour un homme au-dessus de tout soupçon aux yeux de Moscou, et de fait, il était le numéro 3 du régime de Kaboul. C'est l'homme qui a porté des coups très durs à la guérilla, mais c'est surtout l'artisan d'une pacification effectuée en dehors de toute idéologie. Il a su rallier au régime, grâce au jeu des alliances, certains notables et certaines tribus. Moscou n'avait pas caché dès la fin de l'année dernière que Babrak Karmal ne répondait pas sur ce point à leurs espoirs. La nomination de Najibullah pourrait donc répondre à la volonté des soviétiques de mettre sur pied un régime dont les bases seraient élargies. Reste que la réputation du nouveau numéro 1 afghan n'en fait guère un interlocuteur très encourageant pour la résistance afghane. Leurs dirigeants ont du reste fait savoir que le départ de Babrak Karmal et son remplacement par le chef de la police politique ne les incitaient pas à cesser la lutte. Des inquiétudes en Colombie où 3 villes proches du volcan Nevado del Ruiz viennent d'être mises en état d'alerte maximale dans la crainte d'une nouvelle éruption. C'est sur le versant de ce volcan que s'était produit le glissement de terrain qui avait coûté la vie, vous en souvenez, à 23 000 personnes au moins. Une émission considérable à ne pas manquer ce soir sur Antenne 2. C'est la version télévisée du fameux défi mondial de Jean-Jacques Servan-Schreiber. 6 heures que vous pourrez suivre tout au long des semaines à venir. C'est une plongée dans l'histoire contemporaine, avec ses succès, ses rendez-vous manqués, le poids des nouvelles technologies et la manière dont nous sommes souvent, trop souvent, passés à côté. Le passé pour éclairer l'avenir, c'est la philosophie de cette émission qui fera date. Véronique Auger vous la présente. Un livre, Le défi mondial, traduit en 17 langues. 3 ans et demi de travail pour en faire une série télévisée. 14 millions de francs. 150 personnalités interrogées dans 16 pays différents. Un présentateur vedette, le comédien Peter Ustinov, une idée maîtresse, celle de Jean-Jacques Servan-Schreiber. La seule source de richesse réelle, de création de richesse, c'est la connaissance, l'éducation, l'apprentissage, et pour tout le monde, grâce aux nouvelles sciences et aux nouvelles technologies. Et la deuxième grande leçon qui domine l'époque, il y a 6 ans, et encore plus aujourd'hui,
c'est que si nous n'avons pas le courage, l'intelligence de développer le tiers-monde comme notre partenaire, nous n'aurons plus de partenaires. L'un des principaux acteurs, j'allais dire, auteurs de cette histoire, vous le connaissez tous. Il s'appelle le Cheikh Yamani, le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite. En effet, c'est lui qui, en 1980, a eu l'idée d'un plan qui aurait pu changer l'avenir du tiers-monde et le nôtre en même temps. En 1980, après le deuxième choc pétrolier, il y avait trop d'argent dans les coffres des producteurs de pétrole. Alors, Cheikh Yamani, en accord avec les pays de l'OPEP, avait proposé que cet argent soit mis à la disposition des pays les plus pauvres pour aider à leur développement. C'est ce qu'on a appelé l'appel de Taïf, du nom de la ville d'Arabie Saoudite où fut prise cette décision. C'était simple, mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. 6 volets sont prévus pour cette émission. C'est à 22h20 ce soir. Donc premier volet, c'est la crise pétrolière. Ce sera ensuite la décolonisation ratée, la faim, le réveil de la Chine, l'essor du Japon et la révolution informatique. Je vous signale par ailleurs que le défi mondial vient d'être réédité en livre de poche 6 ans après sa première publication. Défi mondial 86. Il vient donc tout juste d'être réédité. Un procès d'espionnage peu ordinaire devant la Cour spéciale d'assises de Paris. Un diplomate en poste à Pékin succombe au charme d'une Chinoise, qui n'est autre qu'un Chinois. Pour le reste, scénario habituel, confidence sur l'oreiller et renseignements contre un câlin. Une histoire qui est aussi celle de 2 êtres qui ont voulu jouer avec leur mystère. C'est ce mystère, entre autres, que doivent juger les magistrats de la Cour spéciale. Voici le compte-rendu de Paul Lefebvre. Depuis 20 ans, ces 2 hommes prennent une passion trouble. D'un côté, Bernard Boursicot, employé d'ambassade, de l'autre, Xi Peipu, acteur renommé de l'opéra de Pékin. Dans la quarantaine aujourd'hui, ils avaient 20 ans lors de leur première rencontre. Tous 2 sont des homosexuels qui assument mal leur sexualité depuis leur enfance et qui vont bâtir une histoire, une vie, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Boursicot tombe amoureux de Xi, qui lui fait croire qu'il est une femme. Mensonge ou fantasme. Boursicot croit tout, y compris qu'un enfant est né. Et pour l'amour des 2, il livre le courrier de l'ambassade de France à Pékin et à Oulan-Bator. Croit-il vraiment ou veut-il croire? Plus tard, Xi et l'enfant viendront en France et l'histoire s'arrête là. Enfin presque, puisque l'affection se poursuit et que l'enfant est là. Boursicot a-t-il livré des documents importants? Personne ne peut le dire, mais plus tard, où qu'il soit, Boursicot aurait été une proie facile, c'est vrai. Xi n'est-il qu'un pauvre comédien manipulé par les services secrets de Pékin ou un grand acteur mettant son art au service de son pays? Pas facile d'y voir clair dans ce dossier où se mêlent les secrets de l'espionnage et les mystères de la sexualité, 2 domaines souvent obscurs. Les colonnes truquées de Buren qui ont commencé de fleurir dans la cour d'honneur du Palais Royal seront achevées. C'est ce qu'a décidé le ministre de la Culture, mettant provisoirement un terme à une polémique de plus en plus vive au fur et à mesure que couraient les semaines. Le rappel des faits et les raisons de ces décisions avec maintenant Jean-Jacques Dufour. Daniel Buren, avec qui nous pénétrons en musique sur le chantier des 200 colonnes du scandale, se sentait depuis l'arrêt des travaux comme un peintre sans pinceau. Il attendait anxieux la décision du ministre de la Culture. Celui-ci vient donc d'annoncer que les travaux allaient reprendre, tout en précisant que personnellement, il n'aurait pas choisi cet emplacement. En l'occurrence, les travaux ici étaient engagés, les marchés étaient passés, l'argent avait été dépensé et l'artiste a le droit que son œuvre soit jugée in fine quand elle est terminée. J'ai donc pris cette décision. L'œuvre de Buren va donc être achevée, ici, là, dans les jardins du Palais Royal. Il faudra environ 20 jours après la réouverture du chantier pour finir les travaux. J'imagine que les adversaires du projet vont faire grise mine, car pour eux c'est une offense au bon goût. Ces colonnes dénaturent complètement le site. Ils avaient qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Mais moi je comprends pas, pour faire des bites d'amarrage comme ça, on va pas amarrer des chalands, là, je ne comprends pas. Pour le ministre de la Culture, ce genre de polémique n'est pas forcément mauvaise.
Le fait que les Français discutent de cela, et les jeunes notamment, est une bonne chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas au ministre de dire c'est beau, c'est pas beau. Ça s'appelle l'art officiel. Par contre, qu'il y ait un débat sur l'art me semble une chose, le fait d'un peuple vivant. Et je souhaite qu'il continue à y avoir des débats sur l'art, comme il y en avait du temps de la bataille d'Hernani, par exemple. Buren, qui joue donc en cette fin de siècle les Victor Hugo, est satisfait de cette décision. Vous avez le sentiment, vous, d'avoir défiguré le site ? Non, non, je crois que pour la première fois, et d'ailleurs c'est évident quand on se promène au Palais Royal, on recommence à voir ce lieu qui était quand même un lieu totalement, je dirais, mort et en tout cas ignoré par la plupart des Parisiens. Et donc ce lieu, on ne peut pas dire qu'il est ignoré aujourd'hui et ça c'est déjà un acquis extraordinaire. Être ou ne pas être au Palais Royal, telle n'est plus la question. J'ai dit truqué, c'est bien sûr tronqué, d'ailleurs j'ai bien marqué tronqué, c'est moi qui me suis trompé en le disant. Touche pas à mon pâté, c'est la mise en garde de certaines grandes toques françaises qui veulent protéger leurs recettes. Une drôle d'idée qui nous apprend donc que le plagiat existe même dans les cuisines, ce qui ne manque pas de sel. C'est Emmanuel Vanier qui a monté la sauce de ce reportage. J'annonce 2 couverts à la carte, 2 filets de rouget, pour suivre un pigeon à point, un apicius pour une personne saignant. La cuisine française, elle aussi, a ses Mozart de la cuillère en bois, ses Picasso de la casserole. Mais dans l'ombre, une armée de petits copieurs, toujours prêts à piquer la bonne recette. Résultat, l'escalope de saumon à l'oseille de 3 gros, on la déguste maintenant de New York à Tokyo. Alors aujourd'hui, quelques grands chefs français se rebiffent. Ils en ont assez d'être plagiés. Ils veulent breveter leurs recettes et créer une sorte de SACEM des petits plats pour protéger leur création. Il faut savoir que dans la Grèce antique, les premiers droits d'auteur ont été créés pour les cuisiniers. 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ, lorsqu'un cuisinier faisait un plat nouveau, pendant 4 ans, personne n'avait le droit de le copier. C'est tout ce que je voudrais, créer un peu une sorte de politesse, un droit déontologique pour que les cuisiniers qui n'ont pas d'idée ne prennent pas celle des autres. Lorsqu'il y a eu un procès en copiage avec Gallimard, Maître Kejman disait les mots sont à tout le monde, c'est la façon de les agencer qui est personnelle et qui peut faire de l'art. Eh bien, je prends la même phrase et je dis les produits sont à tout le monde, la façon de les agencer est personnelle et peut peut-être faire de l'art. Le plagiat, ça stimule, ça oblige à innover, affirment les adversaires du projet, Bocuse en tête. Pour eux, la création en matière culinaire est une notion bien trop floue pour se laisser enfermer dans un brevet. Nous ne sommes pas des artistes au même niveau, je pense, que des chanteurs ou des compositeurs qui appartiennent à la SACEM, qui eux vivent un petit peu de leur droit d'auteur, que nous, ce n'est pas le cas. Là, je faisais une pomme purée. Bon, bah écoutez, actuellement, c'est devenu que lorsque je me suis établi ici, on a servi cette pomme purée et après, tout le monde voulait goûter cette purée et les clients, les habitués, à chaque fois qu'ils viennent, ils veulent manger de la purée. Je ne peux pas dire que j'ai inventé la pomme purée quand même, non? Alors, je ne vais pas breveter la pomme purée. Attention, aujourd'hui, lundi 5 mai 1986, il est 20h et quelques minutes. Dorénavant, vous n'aurez plus le droit de mitonner ce petit plat, l'œuf éclaté à la Vanier. Une autre recette maintenant, celle de la météo avec Brigitte qui n'a pas fait breveter elle sa météo du jour. Non, mais ce sera pour demain une salade composée, une vraie, c'est-à-dire un mélange d'éclaircies, de nuages, de précipitations, un peu tout bien mélangé. Regardez la photo satellite et voyez surtout, comme le ciel était chargé aujourd'hui, bien tous ces nuages vont s'évacuer vers l'est, mais demain, d'autres descendront, soit des îles britanniques, soit ils remonteront d'Espagne. Alors cela nous donne sur la carte, eh bien, une salade composée, c'est-à-dire des orages qui éclateront le matin sur les Pyrénées, puis qui gagneront en journée les Cévennes et la région Rhône-Alpes. Des éclaircies sur le littoral méditerranéen et la Corse, un ciel très nuageux sur l'est, mais pas de précipitations, et partout ailleurs de belles éclaircies, mais les averses reviendront très rapidement sur la Normandie et sur la Bretagne. Et les températures sont en très légère hausse, de 13 à 19 degrés sur la moitié nord, et de 18 à 21 degrés sur la moitié sud. En ce mardi 6 mai, le soleil nous offrira 3 minutes de soleil donc en plus. Il se lèvera à 6h24, se couchera à 21h11, ce sera la Sainte Prudence. Nous aurons 3 minutes de soleil supplémentaires. Voilà, je l'ai bien dit. Sur le même soleil quand même. Dernier journal, ce sera avec Bernard Pradino aux environs de 23h10 pour les toutes dernières informations. Et puis demain, 6h45, c'est votre premier rendez-vous avec l'actualité. C'est Télématin autour de William Lémergie. Bonsoir, à demain 20h.